Eh bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous entendons la présentation par nos deux collègues Tristan Lahaye et Nicolas Rey de leur rapport sur les principales dispositions, alors j'allais dire du PLF pour 2025, en tout cas de ce qu'était la proposition de loi de finances dont on connaît l'aboutissement pour 2025 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 intéressant les collectivités. Vous n'ignorez pas que lundi, nous avons ici à l'unanimité voté le projet de loi spéciale pour assurer la continuité, j'allais dire budgétaire pour 2025, dans l'attente d'un prochain projet de loi de finances 2025. Donc ce débat est en train, à l'heure même là, de se conduire au Sénat. Je dois dire que je suis assez satisfait de la précision que nous avons pu apporter à cette loi spéciale concernant les collectivités, qui apportent un message de sécurité, parce que je pense qu'il faut véritablement rassurer les élus sur la continuité budgétaire dans l'attente d'un prochain projet de loi de finances. Alors évidemment, un certain nombre de collègues m'ont interpellé pour savoir l'intérêt de la présentation de ce rapport. Moi, j'y vois l'intérêt suivant, c'est qu'il analyse en tout cas des dispositions qui étaient prévues antérieurement, qui n'ont certes pas été retenues, mais qui pourraient être reprises dans une discussion budgétaire à venir. Donc là où quelque part nous avions pris, je le disais tout à l'heure en plaisantant avant l'ouverture de la réunion, là où nous aurions pu être en retard sur la production de cet avis, finalement nous sommes même en avance, et je le vois moi comme des éléments en tout cas qui doivent nourrir les discussions à venir sur le prochain projet de loi de finances. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à nos deux rapporteurs pour qu'ils nous exposent le fruit de leurs travaux. Merci, Monsieur le Président. Vous dire d'abord peut-être qu'on aura une présentation à deux voix avec Monsieur Rey, co-rapporteur, et moi-même. Et que c'est pas un exercice qui est très contraignant, puisque globalement, nos avis ont été assez partagés. Et dès lors, on n'a pas retenu le principe d'une présentation alternée en fonction d'avis qui seraient plus ou moins tranchés par l'un ou l'autre. Mais globalement, on a travaillé au consensus. Pour introduire peut-être la présentation du rapport, vous dire que si on se réfère à il y a quelques mois, dans l'annonce qui avait été faite par le gouvernement démissionnaire d'un dérapage budgétaire conséquent au mois de septembre, l'annonce au mois de septembre de ce dérapage conséquent, ont été pointés du doigt, si j'ose dire, pour être coupables d'une dégradation des comptes publics, les collectivités territoriales, à hauteur de 16 milliards d'euros par rapport au programme de stabilité 2024-2027. Les ministres de l'époque mettaient notamment en avant la progression en tendance annuelle de 7% des dépenses de fonctionnement des dites collectivités territoriales et de plus de 13% des dépenses d'investissement. Mais peut-être c'est là une des premières interrogations qui indique un fil rouge à ce rapport. On a pu s'interroger sur cette accusation quand en même temps elles doivent revaloriser le point d'indice ou d'ailleurs revaloriser aussi des allocations individuelles de solidarité, mettre en œuvre le Ségur, et après avoir été encouragé à de l'investissement, notamment dans le champ de la transition écologique. Cet épisode, qui n'a pas été sans laisser des traces, a donné lieu ensuite à un discours moins culpabilisateur. Pourtant, la réception du PLF et du PLFSS par l'Assemblée nationale et ensuite par le Sénat
ont donné le sentiment aux parlementaires et aux rapporteurs que nous sommes que les mesures d'économie présentées portaient un peu la marque, si j'ose dire, de cette accusation initiale. Dès lors, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a bien voulu interroger le bien fondé des principaux dispositifs qui nous interrogeaient en nous demandant de conduire un rapport de façon complètement indépendante des circonvolutions de la procédure budgétaire et législative pour analyser le bien fondé ou non des dispositions en question. En l'espèce, 4 d'entre elles ont retenu particulièrement notre attention, exclusivement d'ailleurs. D'une part, la mise en place d'un fonds de réserve à hauteur de 2,8 milliards d'euros, la réduction envisagée du taux et du périmètre d'application du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la stabilisation en valeur des fractions de TVA et le relèvement de plusieurs points des taux de cotisation de la CNR-ACL. Ça a été dit précédemment par le président de la délégation. Le rapport d'information n'a pas vocation à forcément à relancer des débats passionnés sur ces questions-là, mais plutôt à éclairer des travaux qui devront reprendre s'agissant du PLF et du PLFSS, soit en l'état de la navette parlementaire, soit de toute manière, on le sait, dans un contexte budgétaire dégradé, donc avec des questions qui seront posées sur l'opportunité ou non pour les collectivités locales de participer de l'effort, et si oui, à quel niveau. De manière générale, et pour conclure cette cette introduction, dire également que la question qui est un peu sous-jacente au terme des nombreuses auditions que nous avons pu conduire, j'aurais peut-être d'ailleurs dû dire que nous avons auditionné nombreux d'acteurs et notamment toutes les grandes associations d'élus, mais pas seulement, y compris les directions des administrations concernées. Et au terme de ces auditions, il y a un fil rouge qui ressort, c'est celui de la question de la libre administration des collectivités territoriales et du caractère décentralisé de la République, qui interroge sur la manière dont est demandé l'effort aux collectivités territoriales et ses incidences sur la capacité des collectivités à mener librement des politiques publiques. Monsieur le Président, Monsieur le co-rapporteur, chers collègues, et je vais vous présenter la première partie de notre rapport. Dans le cadre de notre mission, on s'est focalisé essentiellement sur les mesures les plus importantes qui étaient contenues dans le PLF et dans le PLFSS. Donc dans le PLF, il y avait 3 mesures qui avaient retenu notre attention. Évidemment, le FCTVA, la refonte du FCTVA, le gel de la dynamique de TVA, du transfert de TVA, et bien sûr la mise en place du fonds de réserve. Et puis nous avons étudié dans une seconde partie de ce rapport la question plus spécifique de la CNR-ACL et de l'augmentation du taux de cotisation. Donc, peut-être pour compléter ce qu'a dit effectivement mon co-rapporteur, nous avons auditionné des administrations centrales, la Direction générale des collectivités, la Direction générale du budget, la Direction de la sécurité sociale, la caisse de CNR-ACL, et puis toutes les associations d'élus locaux, France urbaine, l'AMRF, l'Intercommunalité de France, Département de France, Région de France. Pour l'AMF, ça a été plus compliqué, mais nous avons eu simplement une contribution écrite, n'ayant pas pu caler une audition, ce qui est un peu dommage. Je vous propose donc d'aborder la première partie de ce rapport autour des mesures qui affectent et qui affectaient, on peut le dire, au passé, puisque le PLF, vous connaissez son sort aujourd'hui, qui affectait les collectivités territoriales. Le premier point, donc le FCTVA, je vous propose de commencer par ce point-là. Rappeler en préambule le rôle central des collectivités territoriales dans l'investissement public. En France, 58% de l'investissement. Et pour financer ces investissements, le FCTVA représentait une source de financement importante, 6,7 milliards d'euros en 2023. Il faut rappeler la nature juridique du FCTVA. Il s'agit bien d'un concours financier. Il ne s'agit pas d'un reversement de TVA. C'est une dotation de l'État pour compenser la TVA que payent les collectivités dans leurs dépenses,
puisque les collectivités ne sont pas exonérées de TVA, l'État non plus, on peut le préciser, et elle n'est assujettie que sur des secteurs extrêmement, je dirais, définis, notamment quand elles interviennent dans le champ concurrentiel ou des SPIC. L'intérêt du FCTVA, il faut le rappeler, c'est un nombre de bénéficiaires étendu. Toutes les collectivités territoriales, ou presque, sont éligibles. Il y a une assiette très large de dépenses éligibles, les dépenses d'investissement, et cela avait été élargi à certaines dépenses de fonctionnement. On va y revenir. Un taux de forfaitaire de prise en charge qui est conséquent, qui correspond à la TVA à 20% défalquée de ce que nous reversons à l'Union européenne, et puis une automatisation des versements depuis 2021, ce qui simplifie sa gestion. Il y a quand même, il faut le rappeler, 3 régimes différents de versement, selon que vous êtes en N-2, N-1 ou année N, notamment pour les intercommunalités. Tout cela pour dire que ces versements de FCTVA sont clairement une recette prévue par nos collectivités locales dans leur plan d'investissement, et cette prévisibilité était vraiment une garantie pour elles. L'assiette, comme je l'ai dit, a été étendue en 2016, un peu dans un cadre de plan de relance, à certaines dépenses de fonctionnement, la voirie, les réseaux, les bâtiments publics, l'informatique en nuage, pour plusieurs raisons. Notamment le problème d'imputation comptable, toujours difficile de distinguer clairement ce qui relève notamment en voirie, de dépenses d'investissement ou de dépenses de fonctionnement. Donc cette mesure, il faut le dire, a suscité beaucoup de réactions, certains qualifiant d'une ligne rouge, de revenir sur ce financement de nos investissements. Ce qui nous a été révélé effectivement dans nos auditions, c'est que dans tous les cas, la diminution du FCTVA conduira forcément à l'utilisation de financements externes et donc d'emprunts, puisque les collectivités n'auraient pas pu annuler des plans d'investissement qui sont déjà engagés depuis, dans le cas notamment des programmes municipaux. Nous sommes en 4e année de mandat municipal, donc compliqué pour les collectivités à ce stade de revoir les choses, d'autant plus qu'il y avait un effet rétroactif au départ de cette mesure qui bouleversait complètement les plans de financement. C'est pourquoi, avec mon collègue, et ça correspondait aux positions que nous avions défendues en séance, aussi bien en commission qu'en séance, nous avions considéré que le FCTVA devait être préservé dans sa configuration, car les élus ont besoin de stabilité juridique, de prévisibilité pluriannuelle dans leur financement. Dire aussi que, et ça a été souvent révélé dans nos auditions, les élus ont un peu assez, je dirais, des changements incessants de réglementation, et ils ont vraiment un besoin de stabilité dans les mécanismes de soutien de l'État. Rappelons aussi que pour la plupart, pour la grande majorité, ça touchait les dépenses d'investissement. Cette mesure touchait les dépenses d'investissement, jugées quand même comme des dépenses utiles, qui peuvent contribuer aussi au développement économique, qui contribuent aussi à l'emploi local, surtout dans cette période de crise que nous connaissons. Effet aussi bénéfique en termes de rénovation des bâtiments, je pense que mon collègue m'approuvera, en termes d'économie d'énergie, d'effets positifs sur l'environnement. Et puis un effet financier plutôt nul, puisque, comme je l'ai évoqué, l'impact, ça serait surtout un recours accru à l'emprunt, donc plus d'intérêts à rembourser pour les collectivités, donc une hausse des dépenses de fonctionnement. Et sur le calcul des déficits des administrations publiques, il y aurait eu un effet assez limité, puisque la plupart auraient compensé cette baisse par l'emprunt. Voilà pour ce point. C'était peut-être pas prévu à ce stade, mais peut-être que tu interviennes sur le parti FCTVA, pour qu'on est dessus avant de passer sur le gel de TVA. Oui, en 2 mots, parce que j'ai pas énormément de choses à ajouter, mais ce qui nous est apparu, et notamment dans les échanges avec les directions administratives concernées, c'est que la principale motivation était une motivation purement budgétaire pour l'État. On nous a dit, je crois, tel que le PSR, le prélèvement sur recette de la TVA remboursée aux collectivités territoriales atteint des sommets qui sont pas des sommes qui sont trop importantes.
C'était d'ailleurs une inquiétude, prévention assez importante des services de l'État à l'automatisation du FCTVA, et qui s'avère en effet être un PSR croissant, mais qui peut être aussi tempéré de notre point de vue par les effets de cycle électoral, où on sait que l'année 2024 et l'année 2025 singulièrement peuvent être des années fortement consommatrices, puisque des années où sortent des projets. Et donc on considère que l'impact de l'automatisation et le train de moyens du FCTVA, il doit être rebasé sur un calcul, enfin sur une observation pluriannuelle davantage qu'à l'année N, qui est forcément un peu faussée. Mais voilà, on considère par ailleurs, évidemment, je me joins à ce qu'a dit le co-rapporteur, que l'hypothèse d'une rétroactivité de la mesure aurait été, pour le coup, très piégeante à l'endroit des collectivités, puisque rupture de la parole donnée, si j'ose dire. Voilà, en précisant que le Premier ministre avait effectivement été revenu sur ce caractère rétroactif et ce qui était bienvenu. Simplement, parce qu'il faut qu'on soit aussi responsable, chacun d'entre nous, on a convenu avec mon collègue que, bien sûr, il ne fallait pas refuser que les collectivités participent à l'effort de réduction des déficits publics, même si ce n'est pas elles qui ont la part la plus importante. Il faut relativiser aussi par rapport à la part des dépenses publiques, 20% des dépenses publiques aujourd'hui des collectivités locales. Il faut aussi que les collectivités, bien sûr, prennent leur part. Peut-être dans ce schéma de FCTVA, s'il y avait peut-être un compromis à trouver, c'est peut-être sur le périmètre. Enfin, moi, je parle à titre personnel. Autant sur le taux, je pense qu'il faut être ferme. Autant sur le caractère rétroactif, il ne faut pas aussi revenir là-dessus. Peut-être sur le périmètre, ça n'existait pas avant, l'élargissement au fonctionnement. Ça a ses avantages, je les ai expliqués en termes notamment de difficulté de distinguer fonctionnement et investissement. Peut-être qu'il y a effectivement un compromis à trouver pour que un accord puisse être trouvé sur une telle mesure. Voilà pour le FCTVA. Je vous propose de poursuivre sur la deuxième mesure importante qui était prévue dans le projet de loi de finances, c'est bien sûr le gel du transfert de fraction de TVA, puisqu'il avait été prévu que les collectivités n'auraient pas bénéficié de l'évolution positive de TVA en 2025, ce qui consistait à 1,2 milliard d'euros de perte de recettes. Rappelons effectivement que ces fractions de TVA dont bénéficient aujourd'hui les collectivités, ça représente une part prépondérante de la fiscalité locale, 52 milliards. Ça fait suite à des réformes successives fiscales, la suppression de la DGF des régions en 2018, la suppression regrettée, à titre personnel, de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020, la suppression de la CVAE en 2021 et 2023. Donc tout ça explique aujourd'hui ces mécanismes de transfert de TVA à nos collectivités. Les personnes que nous avons auditionnées, notamment le représentant des départements, M. Dupont, l'a bien exprimé. L'État leur a vendu la TVA comme une recette dynamique et stable, et aujourd'hui, on revenait en arrière sur cet élément. Rappelez aussi qu'auparavant, les collectivités disposaient d'un impôt de stock, c'était la taxe d'habitation et la taxe foncière, qui était réévalué chaque année, donc quelque chose d'assez prévisible et plutôt en augmentation, puisqu'il y a toujours un peu d'inflation. Donc on avait un stock d'impôts qui était assez confortable. On est passé à un impôt de flux, donc la TVA, sensible à la conjoncture, et qui conduit à des régularisations. Donc effectivement, le gel de la TVA, comme cela avait été présenté dans le PLF, même si je comprends bien que c'était une source d'économie pour l'État. Bon, les collectivités l'ont mal vécu parce que c'était une rupture avec la parole donnée, et surtout que aujourd'hui ces collectivités ont perdu des recettes fiscales qui étaient beaucoup plus confortables. Si tu veux réagir. Oui, juste sur la TVA, dire que on avait inquiétude formulée à de nombreuses reprises, d'ailleurs en commission des finances ou même dans l'hémicycle, que le taux de TVA soit gelé ad vitam au niveau de l'année N-1.
et qu'il soit gelé en réalité au niveau de la perception la plus faible ces dernières années de la TVA par l'État. Il s'avère que les administrations centrales nous ont bien précisé qu'on était sur... c'était valable une année avec une garantie que ce mécanisme de perception de la TVA à son niveau de l'année N-1 soit pérenne dans le temps, de sorte qu'on puisse avoir une contrepartie de lisibilité à cette mesure. Simplement, moi, j'émets quand même deux réserves sur la question. D'une part, pour l'année 2025, le montant perçu par les collectivités territoriales est sensiblement inférieur à ce qu'il aurait dû l'être. Et l'addition de cette baisse en valeur des moyens qui leur sont dévolus avec les autres mesures commence à peser lourd. Et la deuxième, et deux autres remarques. La deuxième remarque, c'est également que pour cette année, les dispositifs qui permettent d'affecter une part des fractions de TVA en compensation de la perte de la CVAE pour le bloc communal à la localisation de la dynamique économique ne peut pas se faire. Et enfin, troisième remarque, c'est qu'il n'empêche que pour l'année 2025, je persiste à considérer que cette TVA ainsi attribuée aux collectivités sans sa dynamique l'assimile à une dotation davantage qu'à une part de fiscalité. Et donc contrevient pour l'année 2025, ou contreviendrait, puisqu'il s'agit là que d'hypothèses dorénavant, contreviendrait au principe de libre administration des collectivités territoriales qui, rappelons-le, impose un partage entre ressources propres et ressources transférées de l'État égal à son niveau de 2003. Or, si la TVA est assimilée à une dotation, on ne rentre plus du tout dans les clous de l'article 72 de la Constitution. J'entends bien que ce n'est pas valable de manière pluriannuelle, comme remarque, mais pour l'année 2025, il y aurait un sujet de légalité. Je vais vous demander, juste le chrono tourne, hein, il vous reste à peu près 10 minutes pour aborder l'ensemble des points que vous souhaitez aborder. Alors, on n'est pas à 2 minutes près, mais si on veut que la discussion puisse avoir lieu en tenant l'horaire, puisque je sais qu'on avait fixé à 16h la fin de cette audition, il nous faut activer. Eh bien, on va accélérer. L'autre point, c'est à moi de le présenter sur le fonds de réserve au profit des collectivités territoriales. Ça s'inscrit dans l'encadrement des finances locales tel qu'on peut le connaître depuis une dizaine d'années avec la contribution au redressement des finances publiques sous la présidence de François Hollande ou encore au travers les contrats de Cahors qu'on a pu connaître dernièrement. Là, il s'agit en réalité d'un prélèvement sur les recettes des collectivités territoriales égal à une différence entre le budget prévisionnel en loi de programmation des finances publiques et l'exécution réelle. Concrètement, pour 2025, ça aurait été un prélèvement équivalent à 2,8 milliards d'euros répartis entre toutes les collectivités dont le budget de fonctionnement est égal ou supérieur à 40 millions d'euros, moyennant certaines exclusions liées à des critères de richesse. Après examen négatif par l'Assemblée et regard de la même manière assez circonspect par le Sénat, ces dispositions qui servaient normalement à financer la péréquation en année N+1, +2, +3, ont été modifiés de sorte que le prélèvement sur recettes soit équivalent non à 2,8 milliards d'euros mais à 1 milliard, indépendamment de tout solde quel qu'il soit, et que ces 1 milliard-là soient répartis sur un nombre plus conséquent de collectivités territoriales, notamment dans le but de ne pas assimiler la croissance, la taille et la richesse. Ceci étant, et là je vais faire très vite du coup, notre interrogation porte sur l'intérêt d'un dispositif dont le gouvernement dit explicitement qu'il aurait eu vocation à restituer les sommes visées en année N1, N+1, N+2, N+3, puisque s'il s'agit précisément de respecter la trajectoire pluriannuelle des finances publiques,
c'est une opération à somme nulle et donc relativement peu intéressante qui nous laisse perplexes. Pour compléter sur ce point, avant de passer à la deuxième partie du rapport et donc la CNRACL, oui, sur ce fonds de réserve, moi j'ai estimé effectivement que ce mécanisme était très compliqué, un peu confus. Les règles n'étaient pas forcément justes puisque c'était une règle de taille essentiellement au départ. Au départ, c'était un instrument de péréquation. Par la suite, cet élément avait été plutôt supprimé du dispositif. Et on voyait effectivement un peu une tendance d'infantilisation de nos collectivités, puisque ça consistait à prélever finalement dans le fonds de roulement des collectivités une somme en 2025 pour leur restituer sur les années suivantes, alors qu'on peut quand même considérer que les collectivités sont à même de gérer comme elles l'entendent leur fonds de roulement. Au-delà de ça, moi, pour rester dans un esprit de construction, de responsabilité, et ça a été une des propositions d'Intercommunalité de France, pourquoi pas plutôt privilégier une logique d'incitation, de contractualisation ou de provisionnement volontaire pour inciter nos collectivités elles-mêmes, dans leur propre compte, à constituer des provisions, notamment face aux aléas qui peuvent arriver aussi bien financiers que climatiques. Et tout cela permettait notamment de respecter la libre administration de nos collectivités. Sur la CNRACL, je vais être assez rapide. Il était prévu effectivement pour compenser le déficit important de la CNRACL, d'augmenter progressivement de 12 points les taux de cotisation employeurs. C'est une mesure qui avait un effet très important. 1,2 milliard était d'impact en 2025, 3,9 milliards sur 3 ans, une des mesures les plus conséquentes du PLFSS, on est sur le PLFSS. Ce que l'on peut dire de nos auditions, c'est qu'effectivement, il faut répondre à ce déficit qui ne peut pas continuer, qu'il y ait effectivement un déséquilibre démographique comme dans la plupart de nos régimes de retraite, mais dire simplement qu'au-delà de cette réforme paramétrique qui sera nécessaire, il faut considérer avant tout ce sujet à travers une réforme systémique, car les seules hausses de taux ne seront pas suffisantes, ne seront pas pérennes, elles seront de toute façon trop brutales. Donc nous privilégions plutôt d'étaler un peu plus, même si je sais que c'est compliqué, cette mesure paramétrique et de la compenser effectivement par d'autres mesures. Il y a aussi la question un peu complexe du mécanisme de compensation démographique qui existe depuis 1970, qui permettait effectivement à chaque caisse de contribuer à cette compensation, à ce mécanisme de compensation. Alors, non pas en fonction de la situation financière, mais en fonction de la situation démographique de chaque caisse. C'est quand même 100 milliards en euros constants de prélevés sur la CNRACL depuis 1970. La CNRACL va commencer à bénéficier de ce mécanisme dans 2 ans, compte tenu du déséquilibre qu'elle connaît. Donc, l'idée de supprimer complètement ce mécanisme de compensation, certains le proposent, la Cour des comptes le propose, ça nous paraît un peu hasardeux, sachant que la CNRACL va commencer à en toucher les bénéfices dans quelques temps. Par contre, je pense qu'aussi, autant il ne faut pas complètement supprimer ce mécanisme, autant il faut le modifier, le rendre plus juste. Aujourd'hui, ne sont pas pris en compte dans les calculs de cette compensation les pensionnés de moins de 65 ans. Or, on sait que beaucoup de catégories actives sont présentes dans nos fonctions publiques territoriales et hospitalières. Ce n'est pas le sujet, mais ça concerne aussi la FPH. Le mécanisme ne tient pas compte non plus de la durée cotisée. Or, les durées de cotisation au niveau de la CNRACL sont plus longs, 118 trimestres contre 100 en moyenne pour les régimes, notamment le régime général. Il y a une réflexion aussi à rapprocher les caisses pour les contractuels, puisqu'effectivement, les agents contractuels aujourd'hui augmentent, leur nombre augmente dans nos collectivités. Or, elles relèvent de l'IRCANTEC. Donc, il y a une vraie réflexion à mener pour aller jusqu'à l'affiliation, même si on nous a bien expliqué qu'il y avait de grandes différences dans les modes de rémunération et donc dans les modes de cotisation, et que c'est une réforme systémique qui serait importante. Aussi, voir si on ne peut pas, affecter d'autres ressources que les cotisations, comme dans tous les régimes. La CNRACL est un régime qui est essentiellement financé par des cotisations, ce qui n'est pas le cas pour les autres régimes qui ont des taxes affectées. Donc voir si, dans un esprit de justice aussi, il ne faille pas aller en ce sens.
Voilà dans l'essentiel. Je suis aussi à titre personnel pour, par contre, on harmonise. Il y a une bonification des majorations pour enfants à partir du 3e enfant. Je pense que si on harmonise, il faut aller dans les deux sens. Et bien sûr, favorable, nous sommes à une reprise par la CADES de la dette accumulée, la CADES étant un bon outil de gestion de cette dette, puisqu'aujourd'hui les intérêts de la CRACL sont extrêmement importants. C'est NRACL en 2 mots pour dire que, au-delà de l'ensemble des arguments qui ont été déjà évoqués, et ça fait peut-être un peu office aussi de ma conclusion pour faire synthétique. Le risque, c'est par ailleurs que le ratio entre le nombre de cotisés et de cotisants soit d'autant plus fort que les mesures précitées s'appliquent. C'est-à-dire que les mesures qui viennent restreindre les dépenses de fonctionnement des collectivités ne les encouragent à recourir encore davantage à l'emploi contractuel plutôt qu'à l'emploi titulaire, et donc à ce que le ratio ne se dégrade plus encore et que le déficit ne s'accroisse sans qu'une solution, je dirais, systémique ne soit apportée. Et considérant pour ma part la fidélité qui est la mienne au principe de cotisation, je ne vois pas forcément d'obstacle intellectuel à la prise en charge par le niveau de cotisation de ce type de dépenses, mais je pense que la soudaineté de l'effort appelle peut-être un report à quelques mois à minima, de sorte qu'une négociation, une discussion sérieuse soit enclenchée avec l'ensemble des collectivités intéressées qui ont découvert de manière surprise et un peu abrupte l'ampleur des impacts sur leur budget de fonctionnement, qui par ailleurs sont contradictoires des attentes à diminuer en dessous de 0,5% de l'inflation leurs dépenses moyennes de fonctionnement. Donc tout ça fait que ça appelle certainement une discussion plus négociée. Conclusion. C'est bon. À titre de conclusion, pour terminer et avant d'engager les échanges, je pense que nous ne devons pas rejeter la nécessité que les collectivités participent à la réduction des déficits publics. Les collectivités font partie du système public d'ensemble. On est regardé au niveau de nos déficits globalement, sécurité sociale, administration d'État, administration locale. Donc il faut bien sûr intégrer les collectivités dans cet effort. L'État, effectivement, abonde les collectivités sur de différentes manières, les dotations d'équipement, les dotations de fonctionnement, le FCTVA. Donc oui, il faudra que les collectivités participent, mais cette participation devra se faire de manière concertée, contractualisée. Il n'y avait peut-être pas que des mauvais effets à la contractualisation pour vraiment écrire les choses de manière sereine, par des mécanismes d'incitation, par de l'anticipation et du dialogue. Je pense qu'aussi on paye... On parle beaucoup de factures en ce moment, mais la facture de la réforme de la taxe d'habitation, moi je le redis, sans polémique, je pense que ça a été une grave erreur, c'est plus de 20 milliards d'euros. On rappelle qu'on cherchait 60 milliards pour boucler le budget. 20 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté la suppression de la taxe d'habitation, qui n'était pas demandée ni par les assujettis, ni par les élus. On parlait de son caractère injuste, mais c'est exactement le même calcul que pour la taxe foncière qui est toujours là. Donc je pense que la part du chemin se fera aussi par une vraie réforme de la fiscalité locale, pour redonner effectivement, alors peut-être pour retrouver une contribution locale à nos services publics. Je pense que les Français y seront favorables, et qui permettra aussi de participer à la réduction de nos déficits publics. Eh bien, merci, messieurs, pour cette présentation synthétique de votre rapport. Et on va entrer tout de suite dans les échanges avec monsieur Philippe Lotio pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les rapporteurs de ce rapport que j'ai parcouru. J'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de le lire en détail depuis hier, on l'a reçu. Je crois qu'il montre bien que la mise en cause qui a été faite parfois des collectivités territoriales par l'ancien gouvernement était assez infondée, dans la mesure où, chacun le sait, participe très faiblement à la dette publique. Les collectivités territoriales en elles-mêmes, c'est moins de 6% de la dette publique. Et elles participent très faiblement aussi au déficit public.
Donc, en effet, les collectivités locales, comme vous le dites, souffrent d'injonctions un peu contradictoires. D'un côté, on leur dit, vous avez de plus en plus de charges, de transfert de charges, etc. Mais de l'autre côté, il faut dépenser moins. On leur dit, il faut investir, c'est important, rénovation énergétique, plan de relance, etc. Mais de côté, oui, il ne faut pas dépenser pour investir. Donc, il y a un discours un petit peu contradictoire qui est un petit peu gênant. Sur les mesures, je partage globalement vos points de vue. Hein. Le fonds de réserve est un instrument techno, personne n'y comprenait rien, en fait, dans la logique assez contestable. Le FCTVA, c'était à la fois le caractère rétroactif qui était quand même assez contestable aussi sur le fond. Et puis, ça pouvait arriver à l'effet inverse de les faire chercher dans les zones olympiques d'investissement par la période, vous l'avez dit, période électorale. On continue, on a moins de FCT, on a moins d'autofinancement. Du coup, on va encore accroître la dette, on va emprunter davantage pour les investissements. Donc, c'est pas forcément très positif. Et en plus, sur le fonctionnement, je suis pas tout à fait d'accord. Sur le fonctionnement, je trouve que la FCTA, sur le fonctionnement, pour l'avoir vécu, permet de consacrer un peu plus d'argent à l'entretien. C'est souvent ce qui fait défaut dans les bâtiments publics, c'est l'entretien qui augmente après les dépenses d'investissement de réparation, si je puis dire. Sur la TVA, en effet, pas de dynamique de TVA, c'est contraire à des engagements qui avaient été pris lors de notamment la suppression de la taxe d'habitation. Sur la CNRACL, c'est vrai aussi, je partage aussi votre avis sur un problème qui est plus global. C'est pas simplement un taux de cotisation, vous avez parlé des 100 milliards. On peut aussi peut-être s'interroger sur l'intégration. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment intégrer les contractuels qui sont de plus en plus nombreux, qui sont peut-être plus jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à revoir un peu carrément le dispositif? Première question. Léger désaccord, en revanche, sur les économies. Vous dites qu'il faut faire des économies. Oui, il faut que les collectivités, en effet, participent. Ces économies sont nécessaires. Elles sont possibles. Mais je ne pense pas que c'est en contraignant les collectivités, là c'est juste un petit point qu'on y arrivera, même par voie contractuelle, parce que le contrat de Cahors, c'était une contrainte qu'on avait habillée de contractualisation, mais c'était quand même une contrainte. En fait, je pense que les économies, ça c'est un point de vue, on peut les avoir si on arrête de rajouter des normes. Toutes les collectivités qui mettent pour qui étudier un dossier ou monter un projet devient de plus en plus compliqué, nécessite de plus en plus d'études, nécessite de plus en plus de délais. Deuxièmement, une révision de l'organisation territoriale, parce qu'on voit quand même que finalement, le transfert de compétences obligatoires entre communes et EPCI, dans un certain nombre de cas, c'est plus de dépenses. On a bien vu aussi que les grandes régions, c'est pas forcément moins de dépenses non plus. Donc je pense qu'on ne pourra pas avoir des économies si on ne revoit pas notre organisation territoriale, nos normes. Et troisièmement, en accord avec vous, revoir aussi notre système fiscal. Je pense que la meilleure économie, c'est la responsabilisation croissante des élus locaux. Alors ça passe peut-être pas, à mon sens, par une nouvelle contribution, mais peut-être par un transfert d'autres impôts que la TVA, à coût neutre pour l'État, et avec des pouvoirs de taux, cette fois-ci, qui permettraient sans doute d'avoir de vraies économies et une responsabilisation. Voilà un peu quelques réflexions que m'inspire votre rapport, dont je vous remercie en tout cas. Je vais proposer à Madame Pantel, pour le groupe socialiste et apparenté, de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais aussi remercier les rapporteurs pour ce travail, et je pense qu'il sera utile aussi en vue des futurs amendements pour le prochain budget, et si ça peut nous permettre aussi d'avoir des positions communes, je pense qu'on sera tous gagnants. Je rebondis par rapport à ce qu'a dit Monsieur Ray sur la participation des collectivités au redressement des comptes publics. Je pense que ça n'a jamais été remis en cause globalement par les collectivités. C'est, il me semble, en tout cas, l'accusation, entre guillemets, des 16 milliards qui a été quand même véhiculée partout dans la presse, qui a été très mal vécue. Et quand on demande à un moment donné aux collectivités de contribuer, il faut aussi en fait qu'il y ait en tout cas une adhésion et une manière de faire, que ça puisse être à minima discuté, et qu'on puisse avoir des échanges et de tenir compte en fait des spécificités des différentes strates qui peuvent être différentes, et je pense en particulier sur la question des départements. Alors sur le rapport, je voulais savoir, donc vous avez parlé de la TVA, du gel de la dynamique de TVA et des conséquences. Est-ce que vous avez eu des observations sur le fait que finalement cette compensation, en particulier pour les départements par de la TVA, est-ce que c'était pas finalement quelque chose qui était un peu une bizarrerie, puisque finalement on demande aux départements qui sont en charge des solidarités humaines et qui donc sont beaucoup plus sollicités lorsque en fait il y a une crise sociale, économique, de faire face avec une recette qui finalement est fragilisée
quand on se trouve confronté à une crise économique et sociale. Donc, est-ce que ça s'est ressorti? Vous avez parlé de Jean Léonce, le président du Calvados, et qui est aussi le président de la commission des finances à l'ADF. Donc, est-ce que ça, c'est toujours une recette qui est acceptée ou qui continue à être remise en cause par les départements? C'est vrai que lorsqu'il y avait eu ce transfert, il avait été dit, c'était une promesse aussi du respect de la parole qui avait été donnée au département, que ça serait une recette dynamique. Donc, est-ce que vous avez eu ça? Sur le FCTVA, est-ce que vous avez réussi, parce que vous avez fait ce rapport en peu de temps, est-ce que vous avez réussi à analyser des conséquences qui auraient pu être différentes d'un territoire à l'autre? Et je pense en particulier sur les territoires ruraux où peut-être la commande publique a un poids plus important vis-à-vis du monde économique. Est-ce que ça s'est ressorti ou pas du tout? Voilà, sur la rétroactivité, vous en avez parlé. Alors, sur le fonds de sauvegarde, vous avez rappelé rapidement les critères. C'est vrai qu'ils étaient peu lisibles. Je pense que c'est des critères, je rejoins l'intervenant précédent, qui ne correspondaient pas vraiment à la situation en fait, des différentes collectivités, parce que certaines ont une problématique de recettes, de dépenses. Voilà. Et si on se contente uniquement de regarder les chiffres, en fait, ça n'apparaît pas forcément. La péréquation, vous en avez parlé, le respect de la libre administration aussi. Sur la CNRACL, on en parlait avec ma collègue voisine. D'abord rappeler qu'il y a eu un transfert important d'Agir Arco vers la caisse d'Agir Arco. Ils sont venus prélever sur la caisse de la CNRACL. Alors, je ne me rappelle plus de l'année, mais ni des montants, mais ça mériterait qu'on le vérifie. C'est 100 milliards, voilà. Donc 100 milliards. Et donc, on se faisait la même réflexion sur la question des contractuels. Parce que ça pose, en fait, derrière cette question du nombre de cotisants et de la catégorie des cotisants, ça renvoie à la question de l'attractivité, en fait, de ces postes de fonctionnaires. Enfin, on a beaucoup d'autres sujets, je pense, derrière cet aspect purement financier à traiter. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Et puis, je pense qu'il y a quelques pistes qui mériteraient qu'on les creuse un peu plus dans un futur rapport. Alors, je vous propose de passer la parole à Madame Spielbout pour le groupe EPR et ensuite que vous répondiez à cette première salle de questions. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Merci pour ce rapport extrêmement précis qui, même s'il arrive dans une période de débat budgétaire suspendu, sera utile à nos prochains échanges. Moi, j'aurais peut-être 3 points à évoquer à l'occasion de ce débat sur le budget donc PLF et PLFSS des collectivités territoriales. D'abord, le premier, celui que nous avons en commun, Monsieur le Président, celui du statut des élus locaux, puisque nous travaillons depuis de nombreux mois avec les élus locaux qui sont maintenant députés dans différents groupes au sein de cette délégation et à l'extérieur sur un certain nombre de réformes. Et je tiens à attirer l'intention sur la nécessité que dans le budget qui sera voté, nous puissions défendre 2 mesures en particulier. La première, c'est celle de la bonification des retraites des élus locaux. Grande demande notamment d'élus dans des villes petites ou moyennes qui se mettent à temps partiel ou arrêtent de travailler un certain temps et doivent pouvoir bénéficier d'une compensation de la perte des trimestres de retraite qu'ils ont en raison de leur engagement d'élus. Deuxième point, une attention particulière envers les élus en situation de handicap. Nous portons avec Stéphane Delautrette 2 propositions majeures, celle de l'aménagement du poste de travail à hauteur du handicap qui soit prise en charge par la collectivité et la prise en charge de l'accompagnement ou de l'assistance pour des réunions préparatoires aux réunions municipales, notamment ou départementales ou régionales pour des élus qui ont besoin d'une assistance. Et ces 2 points aussi doivent trouver leur financement dans le budget. 2 autres points qui parlent plutôt peut-être là d'économie dans la fonction publique territoriale et dans nos collectivités. Dans la fonction publique, on a tous en commun un sujet de préoccupation, comme dans les entreprises d'ailleurs, mais parfois plus dans les collectivités, celui de l'absentéisme. Et on le sait, l'absentéisme des agents territoriaux a un coût, mais ce n'est pas de leur responsabilité que je veux parler, c'est de la nôtre, celle de la nécessité de mieux former les managers dans la fonction publique territoriale
territoriales, et donc de consacrer un budget de formation qui soit suffisant pour qu'il y ait moins de stress au travail, moins de souffrance au travail, plus d'anticipation des absences et des remplacements, un meilleur travail aussi sur l'évaluation de la qualité des organisations. Et donc c'est un point d'attention que j'ai pour nos agents territoriaux et au final sur les coûts pour la collectivité qu'ont ces absentéismes liés à une mauvaise organisation du travail. Et puis, troisième point, l'efficacité de nos collectivités territoriales. On a eu, depuis début 2024, 2 rapports très intéressants. Le rapport de Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, et le rapport d'Éric Woerth, notre collègue député. J'attirais l'attention sur celui de Boris Ravignon, sur le fameux millefeuille administratif, les coûts liés à la coordination entre l'État et les collectivités, évalués et contestés aussi, mais évalués quand même à plus de 7 milliards d'euros en termes de surcoût. Bien sûr, il faut des coûts de coordination entre les différentes strates des collectivités territoriales, mais on sait quand même que l'inflation normative et le peu de reconnaissance ou d'utilité des avis du Conseil national des normes font qu'on n'avance pas beaucoup sur ce sujet. Cette préoccupation budgétaire, on est toujours à l'esprit qu'on peut réduire les coûts si on pousse, nous au Parlement, les sujets de simplification pour le bien-être des élus locaux, mais aussi pour les coûts que ça représente dans les collectivités. Et je prendrai comme exemple, dans la métropole lilloise que je connais bien, puisque j'y suis élu local, on a, par exemple, sur les sujets d'aménagement, de voirie, d'urbanisme, une superposition des responsabilités entre des SEM, des SPL, des SAEM, des services ingénierie et urbanisme de l'agence d'urbanisme, de la ville de Lille, de la métropole européenne de Lille, de la région et de différentes agences qui sont sur les mêmes territoires pour les mêmes missions, logement social, aménagement des espaces publics, et qui sont peut-être sur la métropole à 250 ETP travaillant sur les mêmes sujets. Je crois que les collectivités elles-mêmes, comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, peuvent aussi participer à ce sujet de réduction des coûts et de meilleure efficacité de la coordination intra- ou inter-collectivité sur des territoires. Et puis, dernière chose, dans votre rapport, vous évoquez les conséquences de la baisse du FCTVA sur le ralentissement des investissements. Comme vous, je pense qu'il faut que les investissements soient maintenus et qu'on fasse en sorte qu'ils puissent être maintenus, notamment pour la transition écologique, la rénovation des bâtiments, la modernisation de nos bâtiments. En revanche, je pense qu'il faut passer un message important aux collectivités territoriales, comme à l'État d'ailleurs, sur l'arrêt de nouvelles constructions hors logement, mais d'équipements publics, pour la culture, pour le sport, dans des zones déjà surdotées. Je parle bien sûr pas du tout des zones de territoires ruraux, des zones de désert, mais je crois que là-dessus, on ne peut plus se permettre aujourd'hui, dans un objectif de développement durable, de multiplier les structures en investissement qui, à la fin, sont des coûts de fonctionnement supplémentaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, la parole est à vous, messieurs les rapporteurs. Je vais dire un mot rapidement, d'abord sur l'opportunité ou pas que les collectivités participent de l'effort de redressement des comptes publics. Moi, je suis plus mesuré, en tout cas mesuré sur le moyen. Il y a incontestablement un besoin aujourd'hui de ressources nouvelles pour les collectivités territoriales. Et je dis ça parce que je pense qu'on peut avoir ci ou là des pistes d'économie sur des budgets de fonctionnement ou des investissements qui seraient jugés accessoires, mais globalement, ça a été rappelé d'ailleurs, on a un problème de compétitivité de l'emploi public territorial, une difficulté à recruter dans beaucoup de collectivités, qui est notamment liée à la stagnation des salaires et à la perte relative du pouvoir d'achat en 20 ans, qui a été largement documentée, et qui fait que, d'ailleurs, combiné à une période d'inflation, et notamment d'inflation du coût du logement dans certaines grandes métropoles, ça devient très compliqué de recruter. Donc moi, je ne crois pas, sauf à une interrogation fondamentale sur le périmètre du service public, que nous ne parvenions à obtenir des collectivités territoriales beaucoup d'économies pour participer à l'effort de redressement, sauf, et c'est ce que disait M. Ray dans sa conclusion, à réintroduire le principe d'une fiscalité locale qui, rappelons-le, a quand même fait perdre 20-25 milliards au budget de l'État qu'on nous demande de retrouver aujourd'hui, puisque précisément c'est au titre de l'importance de la dette consolidée qu'on demande aux collectivités de faire un effort aujourd'hui. Ça, c'est pour le plan macro.
Et j'aurais préféré, dès lors, que si on doit interroger un éventuel effort, on le fasse de manière claire, sans s'embarrasser de dispositifs trop sophistiqués tels que le fonds de réserve, et qu'on pose la question, et qu'ensuite les parlementaires et les collectivités territoriales en débattent et tranchent. Deuxième chose, sur la situation des départements, oui, bien sûr qu'il y a une question qui apparaît comme l'éléphant dans la pièce, c'est celle de l'asymétrie entre des compétences sociales et des recettes qui sont aujourd'hui complètement procycliques, qu'il s'agisse de la TVA ou des DMTO. Dès lors, les départements ont des moyens au moment où ils n'ont, entre guillemets, pas forcément besoin de beaucoup dépenser, et inversement, ils n'en ont plus lorsque la demande sociale est croissante. Donc ça pose des questions un peu principielle, et de la même manière, le rôle contracyclique des collectivités territoriales à chaque période de crise économique est lui aussi remis en cause, puisque les autres collectivités ont aujourd'hui aussi des finances qui sont dites procycliques. Et dernière remarque rapide, on nous a posé la question des conséquences sur l'investissement, des conséquences sur l'économie locale des mesures d'investissement. Moi, je dois vous avouer un peu mon étonnement à ce que lorsqu'on évoque le sujet avec les directions administratives concernées, on nous fasse mention d'études qui nous renseignent sur les incidences macroéconomiques générales des PLF et PLFSS, mais pas du tout d'études macroéconomiques sur l'incidence propre à tel ou tel territoire ou à telle ou telle collectivité. Donc on n'a pas aujourd'hui de mesure de l'impact sur l'emploi privé, notamment du PLF et du PLFSS dans leur version observée. À mon tour, je vais réagir et répondre aux différents orateurs. Donc, Monsieur Lotio, oui, je partage comme vous donc ces contradictions de directives qui sont données aux collectivités locales. Un coup, il faut participer à des plans de relance, il faut investir, et maintenant, il faut faire marche arrière. Donc ça, c'est les élus sont un peu déboussolés par ces changements de directives. Sur le FCTVA, oui, moi, c'est pas que je suis volontaire pour revenir sur le périmètre, mais c'était j'essaye d'être constructif, et le moindre mal. Autant il faut laisser, bien sûr, sur l'investissement, autant s'il faut, on peut faire un pas, peut-être revoir le périmètre, même si ça avait des aspects positifs. Sur les perspectives, effectivement, de contribution à la réduction des déficits publics, oui, peut-être qu'il y a un vrai sujet d'économie d'échelle encore à trouver avec, je dirais, les réformes qui ont eu lieu, l'agrandissement des régions, le développement des intercommunalités. Ce qu'on voit aujourd'hui, sans polémique, on voit une augmentation de l'emploi public, du nombre d'emplois publics globalement. Donc voilà, il y a peut-être un pas à faire, même si ça a sûrement permis d'augmenter la qualité des services publics, il y a peut-être un pas à faire d'économie sur effectivement la masse de ressources humaines au niveau de nos collectivités, en tout cas de nos administrations. Et puis oui, bien sûr, la nécessité d'une réforme fiscale. Madame Pantel, oui, merci à nouveau pour votre esprit de responsabilité, sans allusion. 16 milliards, effectivement, moi je n'ai pas apprécié la sortie de Bruno Le Maire, tout à fait là-dessus, qui a jeté le trouble sur nos collectivités. Oui, elles vont contribuer à l'effort, elles l'ont déjà fait, nos collectivités, puisqu'elles ont subi une très forte baisse de la DGF il y a quelques années. Sur les transferts, effectivement, sûrement que la TVA n'était pas la bonne fiscalité à transférer. On évoque plutôt de la CSG maintenant, que pour les départements, ça aurait eu plus de sens, vu que, effectivement, compte tenu des dépenses sociales du département, pourquoi pas. Dans nos auditions aussi, on nous a plutôt fait réfléchir à, plutôt que de taxer avec la CVAE l'activité, plutôt un IS localisé, un IS territorialisé qui taxe plus le bénéfice que l'activité. Sur le FCTVA, c'était plutôt le bloc communal qui était impacté essentiellement. Ce n'était pas un sujet pour les régions et les départements, un peu, mais ce n'était pas le gros de leur sujet. C'était vraiment le bloc communal qui était affecté par la réforme du FCTVA. Sur la CNRACL, effectivement, alors je ne suis pas sûr que ce soit l'Agir Carco qui est ponctionné, puisque c'est un régime complémentaire, mais les caisses qui ont fortement bénéficié de ce régime de compensation démographique, c'est la MSA et le régime général. Et Madame Spilbou, oui, tout à fait, il faut qu'on tire profit, on fait beaucoup de rapports et on ne les exploite pas.
Je pense qu'il y a des bonnes choses à chercher dans le rapport Woerth et dans le rapport Ravignon. Oui, en effet, je crois qu'il faut tirer les bonnes mesures, notamment en termes de simplification, même si ce thème de simplification, ça fait 20 ans, voire plus, que je l'écoute. Il faut vraiment qu'on le concrétise et je crois que les Français l'attendent. Eh bien, merci. Je vous propose de poursuivre maintenant avec Madame Feld pour le groupe La France Insoumise. Non, il faut qu'on finisse le tour des... Merci. Je vais être très rapide parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voudrais insister sur, en effet, la question de la CNRACL, et sur la nécessité peut-être de recruter désormais des fonctionnaires et non pas des contractuels, ce qui pourrait aussi limiter, pourquoi pas, les effets de recrutement, puisqu'on a tendance à dire que les collectivités territoriales recrutent peut-être trop. Si on revenait aux fondamentaux et qu'on recrutait des fonctionnaires et qu'on les formait réellement, ce serait peut-être un moyen aussi de remplir ces caisses-là. Sur la simplification des normes, c'est un peu l'arlésienne, c'est comme la réforme des valeurs locatives. Tout le monde en parle, mais personne ne l'entame. Je pense qu'il y aurait peut-être un travail à faire. Alors moi, je suis désolée, hein, j'avoue également que je n'ai pas lu votre rapport in extenso. Mais il y aurait peut-être un travail à faire sur des propositions concrètes de simplification des normes. Et je pense que ça va avec la clarification des compétences. Je vous dis ça parce que il y a aujourd'hui énormément de collectivités qui interviennent sur des mêmes champs de compétences, dans le domaine de la culture, dans le domaine du tourisme. Enfin, je pourrais faire des listes sans fin. Et ça amène chacun à se spécialiser sur des façons de faire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on le sait, d'appels à projets, qui sont d'ailleurs fort décriés par les répondants, parce que souvent, c'est des appels à projets qui les emmènent sur des investissements ou sur des projets qu'ils n'avaient pas forcément au début formulés de cette façon-là. Mais pour répondre à l'appel à projet, on y va. Et donc, on fait des nouvelles dépenses qui n'étaient pas forcément anticipées auparavant. Et en fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient du fait que chaque collectivité essaie de se différencier de l'autre sur le champ de compétences qu'elle raccroche à un autre champ de compétences. Je parle du tourisme, par exemple, pour la région, pour le département. Et donc, ça multiplie aussi les fonctionnaires qui vont, ou les agents territoriaux qui vont produire ces appels à projets, ceux qui vont les instruire. Pour les collectivités répondantes aussi, il faut des cadres pour répondre à ces appels à projets qui sont de plus en plus compliqués, etc. Donc je pense qu'une clarification des compétences pourrait peut-être réduire un petit peu toute cette complexité, voilà, où on a l'impression, pour le dire un peu vulgairement peut-être, on a l'impression qu'il y a des collectivités qui essayent d'exister, quoi, voilà. Voilà, donc je pense, voilà, c'était Ah non, il y avait une dernière question quand même qui est très importante, c'est quand le gouvernement propose de réduire le montant de FCTVA, est-ce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits sur le caractère récessif de cette mesure? Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose vraiment à pointer. Merci. Et merci pour votre rapport. Merci. On poursuit avec Madame Hervieux Catherine pour le groupe écologiste et social. Ah oui, excusez-moi. Il est tout petit. Oui, moi je voulais revenir sur la méthode par rapport au sujet qui nous préoccupe dans l'élaboration du projet de loi de finances, la méthode faite aux collectivités territoriales, alors que les associations d'élus, elles sont assez nombreuses et elles représentent tous les strates et beaucoup de thématiques portées par les élus régionaux, départementaux, locaux, de montagne, petites villes, moins grandes villes, et que ce sont des espaces de contribution, de retour de réalité des territoires dans toutes leurs dimensions, et notamment la dimension financière. Rappeler ça, c'est rappeler une histoire relativement récente. On a évoqué tout à l'heure le pacte de Cahors.
où pareil, ça avait fait éruption dans la relation de l'État avec les collectivités. Et moi, je trouve dommageable que, à l'époque, cette méthode avait été quand même assez brutale. Ça a laissé des traces et on refait la même chose cette année. Donc, il n'y a aucune surprise à constater le levier de bouclier et les interrogations, malgré le fait qu'effectivement, il y a une situation très sérieuse concernant le redressement des comptes publics. Et je rejoins mon collègue Tristan Lahaye dans ce domaine. De toute façon, il y a un principe de réalité et effectivement, il ne faut pas que les comptes de la France dérapent et que de ce point de vue-là, les collectivités peuvent y prendre tout à fait leur part, mais pas n'importe comment et pas avec cette brutalité. Alors après, il y a effectivement le volet recettes. Le volet recettes, ça a été rappelé par Nicolas Ray. Il y a une succession de suppression des recettes propres aux différentes strates, que ce soit les régions, que ce soit les communes avec la suppression de la taxe d'habitation. Effectivement, redire que ça a été pareil, fait de façon très brutale, sans aucune discussion, c'est quand même à souligner. Sans même parler de la question des ressources propres au département, alors que le gros bloc des dépenses, enfin en tout cas des missions et des compétences concernant les départements, touche l'ensemble de la population. Pour une partie, ça va vraiment de la petite enfance jusqu'au grand âge et ça nous concerne tous individuellement, mais ça concerne l'ensemble du pays. Dire aussi que quand même depuis 15 ans, depuis la crise des subprimes et tout ça, les collectivités ont été mises à contribution et ont fait des efforts. Je pense qu'il faut reconnaître ça. On fait des efforts importants en termes de management. On l'a évoqué là dans nos échanges, de ressources RH, de réorganisation des services. Et pointer les dépenses de fonctionnement toujours vues comme celles qui seraient à faire diminuer, moi j'attire l'attention sur le fait qu'en face, il y a des services publics, qui correspondent pour les départements et le bloc communal à des attentes fortes de la population. Je ne veux pas reparler des crèches, de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. Mais j'alerte là-dessus parce que c'est aussi des clignotants qu'agitent beaucoup de nos concitoyens et d'élus locaux sur ces sujets. Alors, il faudra effectivement équilibrer l'effort demandé aux collectivités en regard des missions et des compétences qu'elles exercent. Mais moi, je pense qu'il faut aussi qu'on veille, et ça va être tout le sujet et la façon dont on va travailler les amendements dans les projets de loi de finances. Il faudra quand même qu'on veille à ce que ça ne contribue pas, concernant les collectivités, à accentuer la spirale négative concernant notamment la part des investissements. Et là, effectivement, ça porte notamment sur le FCTVA. Merci. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Emmanuel Mondon pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier les rapporteurs pour leur présentation sur un travail qui me semble parfaitement et très adapté à la situation et tout à fait utile, parce qu'il y a besoin de rappeler des enjeux, les enjeux actuels qui concernent bien sûr les finances de nos collectivités territoriales dans ce contexte si particulier. Un contexte qui me semble, il faut quand même qualifier un peu, tellement marqué par l'instabilité politique, bien sûr, normative, on le dit souvent, et une trajectoire des finances publiques tellement préoccupante. Et pour autant, il nous faut faire face à des constantes que j'ai l'habitude d'évoquer dans cette enceinte. Ça concerne bien sûr les interrogations sur l'état de la décentralisation et ses perspectives, car finalement, elle nous semble toujours inachevée et trop souvent remise en cause. De réelles inquiétudes également sur l'état du pays, les fractures territoriales qui se traduisent par exemple sur un niveau de service public offert à nos concitoyens très différents selon
les territoires, selon les régions, mais aussi sur les différences de dynamisme économique. Alors, si nous regardons objectivement les choses par rapport notamment à la taille des collectivités, l'impact de décisions budgétaires ne pouvait pas être le même. Et c'est peut-être la difficulté aussi du travail de rapport. Je pense aussi que nous avons manqué de temps et que nous avons peut-être travaillé dans des conditions spécialement dégradées, particulièrement dégradées. Concernant l'évolution des collectivités territoriales en sortie de crise, je crois qu'on peut reconnaître qu'il a fallu des mesures incitatives et qu'elles ont fortement contribué, c'est vrai, à maintenir ce dynamisme des dépenses. On peut dire que le pouvoir de taux des collectivités étant désormais assez limité, on a bien compris qu'on ne pouvait pas reprocher aux collectivités d'être seules responsables, bien entendu. Mais là, j'aurais une question. Pensez-vous que la substitution des impôts locaux par des prélèvements sur recettes nationales a pu modifier la vision qu'ont les élus, peut-être leur rapport à la dépense publique d'une certaine manière? Et puis, je voudrais peut-être aussi souligner le fait que face à ces contradictions, comment on peut répondre, parce que nous sommes sollicités là-dessus, c'est sans doute nos obligations de législateurs, comment on peut essayer de bâtir des compromis sur la question de la responsabilisation des collectivités dans ce débat auquel nous serons associés, bien sûr. Je vous remercie. Messieurs les rapporteurs. Je commence. Bien. Alors, très rapidement pour répondre il y a des questions, puis il y a des points de vue, mais en tout cas pour réagir sur la CNRACL, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'emploi des contractuels, l'emploi différencié des contractuels et titulaires dans la fonction publique et les incidences sur la caisse, je ne peux que partager avec une réserve toutefois, c'est que si on devait intégrer les contractuels à la CNRACL, encore faudra-t-il leur attribuer les mêmes droits. Et donc, ça ne manquerait pas aussi de venir gonfler la partie dépenses de la CNRACL. Donc, c'est bien, de manière générale, une réforme un peu systémique et une négociation engagée avec l'ensemble des intéressés qu'il faut mettre sur la table. Mais encore une fois, moi, je suis de la même manière que je suis favorable à l'augmentation des cotisations pour payer un système par répartition de qualité. Je pense que c'est un peu un horizon indépassable, mais dont la brutalité a pu mettre en cause des équilibres de fonctionnement dans les collectivités et émouvoir un certain nombre d'élus locaux. Deuxième chose, moi j'ai quand même une remarque un peu générale sur les millefeuilles, les normes, etc. Je trouve que j'ai une forme de facilité à désigner millefeuilles et normes comme responsable de tous les maux des collectivités territoriales et une facilité parce que ça reste assez évasif et on ne sait pas bien de quoi on parle. Et en l'espèce, je ne crois pas qu'on ait nécessairement des économies substantielles à y trouver, à moins de désigner précisément ce dont on parle. Et je prendrai juste un exemple, mais la compétence tourisme, c'est vrai, elle est partagée. Moi, je partage comme vous l'idée que, de temps en temps, c'est un élément de différenciation un peu artificiel des territoires entre eux. Mais toutefois, pour connaître l'état numéraire des services qui s'occupent du tourisme dans la région où je vis, c'est assez peu substantiel. Et c'est pas ça c'est pas la suppression de la compétence ou le fait qu'elle soit monopole de telle ou telle collectivité qui changera fondamentalement l'état financier de nos collectivités locales. Et inversement, c'est aussi ce qu'on appelle parfois le millefeuille, la garantie de la libre administration et donc de la démocratie locale, pour chaque strate de collectivité de pouvoir intervenir dans le sport, la culture, l'éducation populaire, j'en passe. Sur la FCTVA et les effets récessifs, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, il n'y a pas de mesure qui ait calculé, mesuré l'effet récessif des dispositions propres aux collectivités locales. Et c'est vrai que c'est une vraie interrogation parce que moi je crois qu'elles sont particulièrement impactantes sur l'économie privée et je regrette qu'aujourd'hui les services de l'État n'aient pas conduit d'études dédiées. Et enfin,
sur le, comment dire, sur PS, prélèvement sur recettes versus impôts locaux. Moi aussi, je crois que il y a une incidence qui est très forte à terme à remplacer des impôts locaux par du PSR. C'est que le PSR, ça correspond nécessairement à une norme de dépenses liées à une compétence. On verse des moyens qui sont équivalents à l'exercice de telle ou telle compétence. Or, l'impôt local permet, pour une collectivité donnée, d'aller plus loin ou moins loin que la norme donnée, et parfois même d'innover, ce qui est moins le cas si on a des services dont est dite normée. Et pour conclure, et je ne prendrai plus la parole après, vous dire simplement que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, je ne considère pas qu'il faille forcément que les collectivités participent de l'effort de redressement des comptes publics. Je pense que ça peut l'être, qu'elles peuvent assurer mieux leurs compétences par un relèvement de la fiscalité locale. Voilà. À mon tour de répondre à vos interventions rapidement. Donc, Madame Fett, oui, effectivement, donc il y a un mouvement d'augmentation des contractuels. Après, certaines missions au sein des collectivités se prêtent plus au recrutement de contractuels sur des missions plus spécifiques, il faut le reconnaître. On sait aussi qu'il y a une volonté d'ouverture de nos fonctions publiques. Voilà, les carrières ne sont plus linéaires, on passe dans le privé, après on retourne dans le public. Donc voilà, le contractuel, le contrat permet aussi aux collectivités de faire face à des besoins et d'intégrer des compétences aussi, sachant que, vous le savez, je pense que vous le regrettez plus que moi, le nombre d'agents qui se présentent au concours sont en diminution, donc il y a aussi un problème de recrutement aussi au sein de nos collectivités. Sur le caractère récessif du FCTVA, il est certain, il touche notamment l'emploi local, mais comme l'a dit mon collègue, on n'a pas eu de chiffrage précis, et oui, et là je vous rejoins, clarification, oui, il faut aller sur de la clarification. On le sait, nos collectivités ont parfois tendance, à un moment c'était la compétence économique, tout le monde voulait agir là-dessus. Vous voyez, je pense que autant la commune doit garder une compétence assez générale, autant je pense qu'il faut aller vers de la clarification, et c'est tout le sens du rapport aussi Ravignon. Madame Hervieux, oui, vous avez souligné la nécessité de concerter, d'inciter plutôt que des mesures un petit peu, je dirais, précipité. Il faut rappeler quand même que le gouvernement Barnier a eu 15 jours pour faire son budget, et il a hérité d'une situation très dégradée. Donc oui, il faut qu'on en tire les leçons, et nous avons besoin effectivement de concertation pour amener nos collectivités à participer effectivement à l'effort de redressement public. Parce que ce qui s'est passé, c'est un peu hallucinant, c'est que ont été votés dans les lois de programmation des objectifs de réduction des dépenses pour nos collectivités locales. Je pense que ces objectifs, très clairement, et les collectivités ne se sont pas senties concernées. C'est pas parce que les collectivités n'ont pas le nez sur la loi de programmation des finances publiques. Donc je pense que voilà, c'était un peu des vœux un peu irréalistes. Et Emmanuel Mandon, oui, vous l'avez souligné aussi, on a manqué de temps dans ce PLF. Oui, il y a une vraie dynamique des dépenses des collectivités qui leur échappe, l'inflation, je parlerai des assurances aussi qui explosent, le point d'indice, etc. Donc compliqué à nos collectivités de maîtriser ces dépenses. Et sur... oui, moi je suis assez opposé à ce qu'on remplace des impôts locaux par des impôts nationaux. C'est ce qui pourtant s'est produit. Hein. Les impôts qui ont été supprimés, ça a toujours été des impôts locaux. Taxe d'habitation, CVAE. L'État a supprimé des impôts qu'il ne lui revenait pas, ce qui était un peu facile. Moi je crois à la responsabilité des élus qui répondront de leur politique fiscale. Voilà, moi je suis plutôt pour qu'on allège, toutes ces règles de lien aussi qui empêchent par exemple un maire d'augmenter la taxe d'habitation sur les logements vacants ou résidences secondaires, alors qu'aujourd'hui il est obligé d'augmenter d'autant la taxe foncière. Donc ça, je me bats par des amendements avec le soutien de certains d'entre vous pour donner de la liberté. Aujourd'hui, nos élus sont dépourvus de marge de manœuvre, ils n'ont plus de leviers fiscaux, et quand ils en ont, ils sont extrêmement encadrés. Et aujourd'hui, on voulait en plus leur ponctionner leur fonds de roulement, alors qu'ils sont responsables de les utiliser comme ils l'entendent. Il faut aller aussi, je pense, sur une spécialisation des impôts par collectivité, car nos concitoyens sont
volontaires pour contribuer fiscalement à leur service public, mais avec une certaine transparence, savoir on paye quoi quand on paye une taxe foncière, quand on paye une CVAE, on veut savoir à quoi quel service cela finance. Je pense aux SDIS aussi, ce serait bien qu'on ait peut-être une colonne SDIS sur une fiscalité. Et puis voilà, je crois que les citoyens participeraient et seraient effectivement favorables à ce genre de spécialisation de nos impôts locaux. Merci. Alors très rapidement, les collègues, si vous souhaitez réévoquer un point particulier, mais vraiment en quelques secondes. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on pourrait avoir une vraie discussion sur la décentralisation, l'autonomie financière, etc. Bon, et fiscale. Moi, je veux juste réagir à ce qui a pu être dit par les uns et par les autres sur le nombre de structures, la superposition. Voilà. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'on prenne le temps et qu'on ait le courage de regarder où sont les besoins. Enfin, pour moi, une structure, c'est pas une fin en soi. Donc, ça veut dire qu'on a des échelons intermédiaires parfois qui sont peut-être pas les plus démocratiques parce qu'ils ne passent pas devant les électeurs. Donc, en termes de légitimité, voilà, on a eu des choses qui ont été créées entre les trois niveaux de collectivité territoriale qui sont dans la Constitution, sur lesquels on pourrait regarder de plus près et qui génèrent des frais de fonctionnement. Mais il faut partir du besoin. Je pense qu'en fait, c'est quel besoin, et les besoins sont différents d'un territoire à l'autre. Il y a des endroits, il faut regarder ce qui est fait par les uns et par les autres et ce qui est en capacité d'être fait. Et il y a la comitologie, parce qu'en fait, personne n'en a parlé. Et la comitologie, je vous prends qu'un exemple. On avait les Mayas. Vous savez, c'est la prise en compte des cas complexes pour les personnes âgées qui était gérée par les MDPH. Donc le législateur décide, volonté du législateur, qu'il faut élargir au personnel de santé, ce qui est très bien, c'est la vraie bonne idée intellectuellement. Et au lieu de se dire on élargit le GIP de la MDPH pour accueillir, non, on a dit il faut créer une structure à part. Donc je vous prends le cas chez moi, ça coûtait 300 000 euros, ça coûte 500 000 euros. Il y avait 6 agents qui étaient répartis sur l'ensemble du territoire, donc il y avait un vrai service public. Aujourd'hui, il y en a 3 et c'est centralisé dans la ville-préfecture. Voilà. Et des choses comme ça, je peux vous faire une liste à la relance. Voilà. Et il faut vraiment qu'on puisse travailler sur ces problématiques de comitologie qui génèrent moins de services publics et qui coûtent plus cher. Eh bien, merci. Bon, peut-être pour conclure, parce que nous aurions matière à discuter, et on voit que de ces discussions, on commence à voir comment se dessine un peu le programme de travail de cette délégation et tous les sujets sur lesquels nous aurons évidemment à travailler collectivement. Mais pour ce qui est de l'avis budgétaire, je vais commencer par remercier nos deux rapporteurs, Tristan Lahaye et Nicolas Rey, pour d'abord, la qualité de leur travail en temps de travail qui était relativement réduit. Ils ont conduit nombreuses auditions. On retrouve en tout cas des avis qui sont importants et intéressants pour poursuivre nos travaux, et les remercier pour l'échange, bien évidemment, qu'il y a eu dans cette commission. Ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est d'acter, d'autoriser à la publication de ce rapport. Il ne s'agit pas d'une adoption, mais d'une autorisation à sa publication, comme il est de rigueur dans cette délégation. Est-ce qu'il y a des abstentions à cette publication, des oppositions? Eh bien, merci. Ce rapport pourra être publié. Et compte tenu de ce qui a pu être dit, dans la mesure où vous autorisez à sa publication, moi, je le transmettrai au Premier ministre. Il a été beaucoup abordé la question de la méthode. Je crois qu'un des enseignements, quand même, sur ce qui s'est passé dans la séquence précédente, eh bien, il y a quand même sur la question de la méthode des choses à interroger. Donc justement, il m'était important que ce rapport soit produit, et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'analyses et les positionnements de chacun d'entre nous dans les différents groupes politiques. Donc porter ce rapport à connaissance du Premier ministre dans la perspective des prochaines discussions budgétaires me semble important. Donc voilà, je voulais vous informer que je le lui transmettrai, et l'invitant évidemment en termes de méthode de travail de ne pas hésiter à s'appuyer sur nos travaux et sur la délégation aux collectivités à l'Assemblée nationale pour alimenter
le débat. Et je pense que tout cela est aussi de nature à rassurer nos collectivités. On a voté, certes, et je pense que le Sénat a dû le faire ou est en train de le faire, la loi spéciale. Pour autant, ce n'est que la continuité budgétaire dans l'attente d'un nouveau texte. Donc je pense qu'il faut qu'on envoie des signaux positifs à nos élus et montrer qu'il y a dans notre diversité politique des points de convergence sur justement le sujet des collectivités de nature à rassurer les élus. Et il faut qu'on le porte à connaissance et du gouvernement, bien évidemment, pour qu'ils prennent appui sur nous tous. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en conclusion, en vous remerciant toutes et tous et bien évidemment en vous souhaitant de passer de très belles fêtes. Monsieur le Président, juste remercier les administrateurs qui ont fait un travail formidable. Voilà, je voulais le dire, de grande qualité. Mais merci de le souligner parce qu'effectivement, nous avons des administrateurs très à l'écoute et très affairés pour produire des rapports de qualité.